Bonjour, bienvenue à cette capsule web. Alors, capsule web en fait qui poursuit la réflexion sur la place des instruments de mesure, l'examen clinique, l'importance de bien choisir aussi l'instrument de mesure dans la pratique infirmière. Donc, vous vous souvenez probablement de cet article qui a quand même amené beaucoup d'eau au moulin de la réflexion, je vous dirais, sur les instruments de mesure, qui m'a amené à avoir beaucoup d'échanges. En fait, dans cet article, ce qu'on montre, c'est les limites, entre autres, d'une échelle de risque de chute et l'échelle de Braden à prédire qui va développer, soit une plaie de pression ou qui va avoir une chute. On fait la démonstration que le jugement clinique, particulièrement lorsqu'il repose sur des compétences à jour, est nettement supérieur que ces échelles de mesure-là. Donc, on recommandait à ce moment-là, l'Ordre des infirmières et infirmiers, Agrément Canada, ce genre d'organismes régulateurs-là, de revoir un peu leur exigence, parce qu'il y en a qui étaient plus explicites, d'autres moins explicites, mais dans les milieux cliniques, la manière que c'était reçu, c'était vraiment, écoutez, il faut prendre des échelles de mesure absolument. La profession, en ce qu'on en est aujourd'hui, on mise beaucoup plus sur l'examen clinique. Donc, pourquoi prendre une échelle qui était construite en 1985 pour prédire le risque de chute quand je peux faire un examen physique et tester la performance réelle de l'aîné en dedans d'une minute? C'est plus logique aujourd'hui de travailler avec ces échelles-là. Donc, ce discours-là sur les échelles, en fait, il faut tout le temps se poser la question, lorsqu'on veut introduire une échelle, est-ce que l'échelle va me permettre de faire mieux que le jugement clinique? Est-ce qu'il va me permettre de faire mieux et en moins de temps également parce que je m'intéresse à un phénomène qui serait trop complexe? Okay? C'est pour ça qu'on utilise les instruments de mesure. C'est parce que normalement, ça nous prend des données normatives pour pouvoir faire un peu une comparaison puis se dire, finalement, mon impression clinique est justifiée. Si on prend par exemple les fameux tests cognitifs, je vois quelqu'un qui se plaint au niveau de sa mémoire, mais en même temps, ça n'a pas d'impact fonctionnel. Je m'interroge, je me dis, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Elle se plaint vraiment de sa mémoire, mais en même temps, il n'y a pas d'élément d'observation, il n'y a pas encore eu d'impact fonctionnel. Je vais faire un examen cognitif. Je vais introduire là-dedans dans mon inspection un test cognitif. Je fais un mini-examen d'état mental, puis j'arrive à 28 sur 30, 29 sur 30. Ça m'aide dans mon processus de décision clinique. Donc, parce que ces résultats-là ont été validés à plusieurs reprises et encore aujourd'hui, on sait que ces échelles-là ont une bonne valeur. Mais il y a des échelles qui ont perdu de la valeur parce que les profils de clientèle ont changé et les causes également des différentes problématiques aussi. Donc, l'échelle de Braden, les différentes échelles de risque de chute en sont des exemples. Mais il y a même des échelles qui sont connues pour être très efficaces. Par exemple, le CAM-ICU, lorsqu'utilisé par des professionnels de recherche, donne d'excellents résultats pour le dépistage du délirium aux soins intensifs. Okay? Donc, personne ne peut remettre en question le CAM-ICU quand il est utilisé par des professionnels de recherche aux soins intensifs. Or, le problème, c'est qu'il est validé uniquement par des professionnels de recherche. Donc, lorsqu'on a implanté cet outil-là dans les milieux cliniques, comme il n'était pas très adapté au rôle infirmier, à sa manière de fonctionner, au temps requis, à sa facilité d'utilisation, il y a eu un niveau d'acceptabilité qui était faible. Et là, il y a eu des études qui ont regardé si le CAM-ICU est utilisé par le personnel infirmier dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et là, ce qu'on observe dans cette étude-ci, en fait, c'est que les examens de routine, l'interaction que l'infirmière ou l'infirmier aux soins intensifs a avec son patient, ça lui permet de détecter davantage de délirium que lorsqu'ils utilisent le CAM-ICU. Parce que le CAM-ICU, moins approprié, moins d'aisance à l'utiliser. Donc, il faut beaucoup réfléchir, ça c'est juste un exemple, donc qui va dans le même sens de s'il y a des échelles qui fonctionnent bien en recherche, il faut que ces échelles-là soient aussi testées dans la vraie vie pour être sûr qu'elles vont aussi bien fonctionner lorsqu'on va arriver, que ça sera utilisé par le personnel infirmier à travers les différentes tâches qu'elles ont à faire. Donc, je sais que ça avait beaucoup fait alimenter les discussions par rapport au Braden, par rapport aux échelles de risque de chute.
Je vois que ça a fait son chemin. De plus en plus de gens, en fait, s'orientent vers des évaluations plus valides à cet égard-là. On a mis un peu plus de souplesse dans la manière d'analyser cet exercice-là. Mais je vous dirais, le délirium, c'est un enjeu très important pour les prochaines années. Et il faut faire cette même réflexion-là. Donc, quand on est conseiller ou conseillère dans un milieu clinique, on nous demande quel outil qu'on devrait utiliser au soin critique, on regarde dans la littérature, on dit hey, le CAM-ICU, c'est celui qui est recommandé. Allez voir par qui il est utilisé et allez voir s'il est détesté dans la vraie vie. Et là, lorsqu'un test était testé par le personnel soignant à travers leur activité, puis il est encore valide, ben là, vraiment, vous êtes parfaitement appuyé et justifié de favoriser son implantation. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine.